répondre rapidement Oui, à, oui, si tu as une réaction, oui, bien sûr. oui, que la présence de la France, pas ses troupes, ne doit pas empêcher Un coup d'État utile, salvateur, si on veut. mais pas forcément un coup d'État. Rappelez que dans l'histoire de notre peuple, le général Dord a été vaincu. Donc cette présence des forces françaises dans notre pays ne veut pas dire que euh, nous serons endormis à vie ou que nous serons maintenus dans la peur. La peur va bientôt changer de camp. La peur va bientôt changer de camp. Donc, que ce soit les, les, comment on peut dire, que ce soit les Béninois qui pensent que vraiment il y a quelque chose à faire pour s'en sortir, je pense, moi, que c'est le moment. OK, c'est noté. Et deuxième série, donc, a commencé par le camarade Kofi Ablo, Mhm. qui a levé la main, je crois, en premier, suivi de la camarade Mary. Et après, il y aura Didier Ouedraogo Mhm. et Missirou comme là. Et dans la série, on arrêtera sur le camarade Monsieur Ismaël. Voilà. Didier a laissé un message. Mais il a levé la main, donc Oui, il a dit merci pour la présentation du tableau complexe de la situation. Non, mais il va prendre tout à l'heure la parole, donc ça, c'est je une vais... appréciation. Ça n'empêche pas qu'il prenne la parole. D'accord. Camarade Kofi Ablo, c'est à toi. Ton micro. Oui, oui, merci, merci de me donner la parole. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Et Bonsoir. Cinq moi, mon minutes, s'il te intervention, plaît. pardon? 5 minutes, merci. Euh, Mon intervention est beaucoup plus comme une contribution sur des éléments clés et sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre. Euh, la richesse de Talon, avant de venir au pouvoir, provient du pillage du pays. Point. Ce n'est pas qu'il est riche, qu'il est un industriel, qu'il a bâti, qu'il a travaillé, il a vendu des produits, etc. Non, il a pillé le pays pour devenir riche et continue de piller le pays. La précision est importante parce que quand on dit, comme il est riche, il ne va pas voler. Or, il est riche en volant. Donc, c'est une précision importante. Tout à Soutien fait. de la France. Mais tant et aussi longtemps, s'il y a un coup d'État dans n'importe quel pays, ancienne colonie de la France, s'il y a coup d'État et que le coup d'État ne met pas en jeu les intérêts de la France, tout va bien se passer. Mais si jamais il y a coup d'État, parce que la France contrôle beaucoup, mais il ne contrôle pas tout. Même nous les Béninois, ils ne nous contrôlent pas. Ils contrôlent certains, mais ils ne nous contrôlent pas. Alors, donc, s'il y a un coup d'État et que ce coup d'État est contre les intérêts français, un coup d'État à caractère nationaliste, c'est sûr que ces gens-là auront des problèmes. Alors, la présidence de la France, il ne faut pas, quand les gens disent, mais est-ce que c'est ça et qui empêche de faire ci, de faire ça? Mais oui, il faut le voir dans ce sens-là. C'est toujours les intérêts qui sont en jeu. Quant à ce qui les concerne, en tout cas, si leurs intérêts sont en jeu, ils feront tout pour faire échec à ce qui met les intérêts en jeu. Dans le cas contraire, ils ne feront rien et c'est ce que nous disons par rapport au mandat, 5e, 10e mandat des uns des autres, parce que leurs intérêts ne sont pas en jeu. Et je voudrais aussi préciser,
et il n'y a pas d'antinomie entre construire de belles routes dans un pays et la misère des gens dans le pays. C'est-à-dire, ce qui est dit comme il vaut mieux avoir des routes caouteuses et manger. Non, 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 c'est les deux. On veut construire un pays où les infrastructures sont de qualité, où les gens mangent à leur faim, où les gens se soignent, où les gens s'éduquent parce qu'il y a un système d'enseignement. Donc, il n'y a pas de, je ne sais pas, il n'y a pas de préférence parce que, comme si, bon, nous ne voulons pas de route, nous voulons manger. Et ça ne fait pas partie, et en tout cas, des objectifs et des organisations qui militent dans le pays et dans lesquelles moi je milite. Ce n'est pas comme ça que nous voyons la question du développement de notre pays. Bon, il est dit à quelqu'un que à quand les vraies mobilisations au-delà des discours? Cette question-là Encore une revient minute, s'il vous tout le plaît. temps. Encore une minute. Bon, cette question Vous avez revient encore une tout minute. le temps. Si vous me laissez, je vais profiter de ma minute. Et cette question-là, par exemple, mais il n'y a pas d'autres personnes autres que les Béninois de manifester. Hein. C'est nous-mêmes qui devons manifester. Parce que des fois, la question est posée comme s'il y a des gens qui sont chargés de manifester pour que ça avance et d'autres observent. Et s'il y a manifestation, comme il en aura par exemple le 30 novembre prochain à Paris, mais que tous ceux qui veulent la manifestation viennent et qu'on soit très nombreux pour le faire. J'en ai fini. Sinon, je prendrai la parole une autre fois. Merci. Merci beaucoup pour avoir respecté le temps imparti. Je vais donner la parole à la camarade Méry. Bonjour, en fait, je suis avec Mary, mais je suis Claudine de la Ligue panafricaine. D'accord. Et donc, Bonsoir, Claudine. bonjour. Moi, mon intervention, c'est de demander, euh, compte tenu du constat hein, qu'on fait depuis un moment, on sait analyser la situation dans tous ces aspects, quels moyens qu'on se donne pour pouvoir lutter contre ce type d'attitude hein, de nos gouvernants et quels moyens qu'on se donne à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. À l'intérieur du pays, effectivement, j'entends que des aménagements ont été faits, mais pour qu'un peuple puisse se soulever, il faut effectivement qu'il ait le ventre plein. Ça veut dire qu'il faut qu'on avance en termes de développement, et ça, c'est pas forcément le président en personne qui doit le faire. Est-ce qu'il y a des démarches, des projets qui sont soutenus par les panafricains que nous sommes pour aller vers un certain développement, pour permettre notamment que le peuple puisse effectivement subvenir à ses besoins et être plus à l'écoute quelque part des messages pour qu'il y ait donc un pays, on va dire, correctement gouverné. Ensuite, quel travail qui est fait aussi en termes de sensibilisation, en termes comment dire, de faire passer le message du panafricanisme et le message de ben, la bonne gouvernance de l'ensemble de nos pays. Hein. On parle du Bénin aujourd'hui, mais c'est valable également pour d'autres pays. Enfin, dernier point, on parle de la France, effectivement. À l'échelle du Bénin, c'est une puissance, mais nous pouvons aussi nous chercher des alliés. Donc, en termes de diplomatie, en termes de lobbying, qu'est-ce que nous faisons des pays qui sont, pour certains, en Afrique même et qui sont déjà plus puissants et qui pourraient au moins, quelque part, au moins réagir à ce qui se passe à l'intérieur du pays et réagir aussi par rapport à la mainmise de la France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas également
en dehors donc de faire un certain constat, des moyens à mettre en place sans attendre que le pays soit dans un état, on va dire, enfin dans un état d'urgence par rapport au fait que tout à coup un gouvernant décide de rester à vitam aeternam. Euh, Qu'est-ce qu'on fait concrètement et qu'est-ce qu'on fait tous les jours et qu'est-ce qu'on fait aussi quand il y a une conjoncture comme celle-là? C'est la question que je souhaitais poser. Merci Merci. beaucoup, c'est noté. Camarade Didier? Merci beaucoup pour toutes les interventions qui nous éclairent beaucoup sur la situation béninoise. Et comme certains l'ont déjà noté, il me paraît effectivement que cette situation est quasi identique à quelques nuances près avec les autres États en voisinage avec le Bénin ou un peu plus loin. Ceci étant, je voudrais revenir sur quelques éléments quand même parce que c'est une bonne occasion que on ait Philippe avec nous ce soir et que on ait vraiment une vue générale sur la situation. J'avais posé une question dans le chat en demandant, mais est-ce que l'arrivée de Talon est étonnante? Parce que en réalité, là, Talon est arrivé dans une polémique et si nos mémoires encore sont assez bonnes, il était resté en fait sur une sellette avec deux candidats, Patrice Talon et puis bien sûr Zinsou. Et je pense que la préférence était donc de dire Zinsou était un poltron colonialiste, etc. et qu'il fallait peut-être préférer Talon à Zinsou. Et on a préféré Talon à Zinsou, en effet, en sachant de toute façon d'où venait Talon. C'est pas parce il n'est pas, il vivait pas entre la Seine et puis je sais pas où qu'il n'était pas, il était tout à fait démocrate ou bien anticolonial. On a bien vu ce qui s'est passé. Donc cette indication, c'est pour ça que je demandais si effectivement ça nous étonne ce que le parcours que Talon a eu, est-ce que ça étonne quelqu'un? D'un point de vue de l'analyse politique, je pense qu'il y a pas tellement à s'étonner, sauf de voir qu'il y a une surenchère, puisque de toute façon, il avait quand même les coups de franche pour faire ce qu'il fait jusqu'à maintenant. En d'autres termes, aussi, je voudrais poser un problème sur l'analyse africaine de nos luttes. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression que quand on parle donc de nos luttes et qu'on parle des contradictions, on a l'impression de se focaliser sur la France comme si c'était que la France qui était dans le précaré des 14, le pire ennemi des peuples. Mais en réalité, nous avons aussi produit et des copies conformes à la France, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et nous avons même pu adopter de nouvelles copinages, de nouveaux copains, et qui font exactement le même boulot que la France. Et ce que je voudrais surtout préciser, c'est que la France, pour prendre par exemple le cas du Burkina, la France est partie, entre guillemets, d'un point de vue militaire, mais la France est totalement présente au Burkina. Et il faut qu'on arrête donc de penser que et on a eu une victoire quelconque. Et oui, la victoire, elle n'existe pas en réalité. Si la victoire existait, on n'aurait pas encore. Et, comment dirais-je, une mainmise en fait donc des industries, de l'économie, etc. Et sous des coupes réglées ou bien interposées, etc. par la France. Il faut prendre aussi quelque part aussi les dominations externes ou extérieures ou nouvelles qui existent donc dans ce pays pour ne pas poser le problème seulement de la domination principale, comme j'ai entendu ici, disant que la principale contradiction, c'est la France et puis le peuple burkinabé. Moi, je ne comprends pas comment on peut analyser une situation comme ça et dire que la principale contradiction, c'est de dégager la France pour que le peuple burkinabé soit libéré. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas que la France qui pose le problème au peuple burkinabé dans sa détermination et dans sa souveraineté. J'indique des éléments qui paraissent importants pour moi, en tout cas d'un point de vue de mon analyse à moi, et je dirais une chose, que dans quel sens alors pouvons-nous continuer donc de construire des solidarités entre les peuples d'Afrique si nous n'avons pas la même analyse des situations qui prévalent? C'est une vraie question hein, qui est posée là. Si nous ne pouvons pas avoir une lecture, je dirais donc de ce qui constitue les fondamentaux de libération des peuples, je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir. Si par exemple demain on dit que le Botswana a comme ennemi principal un tel pays et que le,
le Burundi a telle autre contradiction principale, etc. Et que nous nous trouvons, alors que la contradiction fondamentale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la contradiction entre le capital et le travail. Mais ça, c'est dans tous les pays. Après, elle se traduit de manière particulière dans chacun des pays qui sont donc des pays dits entre guillemets souverains ou bien des pays Encore une néocoloniaux, minute, s'il vous etc. plaît. Encore une minute pour votre intervention, s'il vous Je vous plaît. remercie. Je vais terminer dans une minute. Donc, quand je pose ces questions-là, je veux qu'on reparte un peu peut-être sur des analyses de classe fondamentales qui permettraient donc d'éclairer un peu les choses. Parce que, et comme je suis très heureux donc de voir pour l'APP et Bénin et comment effectivement il se positionne dans l'échiquier aujourd'hui pour conduire la lutte donc, de libération du peuple béninois. Et que comment aussi cette lutte du peuple béninois peut aussi bénéficier, si elle est conduite comme il se doit, donc des autres, servir d'exemple et donc de phare pour la libération des autres peuples. C'est vraiment des questions fondamentales. Peut-être que le temps ne nous permettra de décider tout ça, mais voilà ma contribution. Je voudrais donc attirer l'attention sur ces éléments-là, parce qu'ils me paraissent indispensables, sans compter qu'il y a l'AES qui pose une vraie question pour nous, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse défendre la démocratie, la libération d'un peuple, tout en voyant que ceux qui prétendent le faire sont en train donc d'assassiner leurs propres fils, donc d'emprisonner des combattants, etc., et d'être totalement anti-révolutionnaire, anti-communiste même. Je ne comprends pas. Merci. Je vous Merci, remercie. monsieur, pour votre intervention. Je vous remercie. Merci, camarade Didier. On va passer la parole à Monsieur Michel, au camarade Michel. OK, merci donc de me donner la parole. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas déborder sur les 5 minutes. Première chose que je voudrais dire, c'est la question de la contradiction principale. De mon point de vue, la contradiction principale est celle qui oppose aujourd'hui les peuples africains à l'impérialisme international dont fait partie l'impérialisme français, ou pour dire autrement, la France impériale. Parce que si vous regardez bien, dans tous nos pays ex-colonies françaises, où la France est présente, il y a toujours ses alliés, que ce soit l'UE, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'OTAN. Donc cette contradiction principale oppose nos peuples avec l'impérialisme international dont la France fait partie de cet impérialisme international. Autre chose, effectivement, pour nous les patriotes du Bénin, il n'est pas surprenant ce qui se passe aujourd'hui avec Talon. Je voudrais tout simplement rappeler que dès 2015, la Convention patriotique des forces de gauche au Bénin a sorti un document qui est intitulé « Un sursaut patriotique ou l'effondrement dans la continuité ». Et dans ce document en particulier, il est dit clairement qu'on ne peut rien attendre des élections de 2016. Je pense que cet élément-là qui est important, il ne faut pas le perdre de vue. Troisième élément important que je voudrais apporter également, c'est que si la mobilisation a connu quelques reflux, c'est aussi dû à un autre facteur. Et ce facteur-là, c'est le parti Les Démocrates, qui se dit grand parti de l'opposition, grand parti du peuple. Un parti d'illusionnistes qui, pendant des années, ont semé l'illusion au sein donc des masses dans notre pays, en faisant croire qu'ils sont capables de gagner des élections dans les urnes sans avoir préalablement modifié le rapport des forces en faveur de notre peuple. Aujourd'hui, ce parti, après les illusions, est en train donc de disparaître. Parce que, exclu de l'élection présidentielle, exclu donc des élections communales et, vaille que vaille, maintenu pour les élections législatives. Mais le dictateur leur a dit clairement à leur chef, soit vous vous ralliez à la mouvance présidentielle, soit vous allez disparaître. Et bien sûr, nous ne pouvons pas nous réjouir de cette situation-là, mais c'est un facteur important à prendre en compte également.
Très bien. Et puis, une dernière chose que je voudrais donc dire, j'espère que je suis encore dans mes 5 minutes, c'est la question de l'appréciation qu'il faut avoir de ce qui se passe dans les États de l'AES. Il est important, première chose, de noter que au sein de la dynamique unitaire panafricaine, aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi à trouver un consensus. Cela dit, il est important quand même de noter que ce qui se passe dans les pays de l'AES aujourd'hui, ce n'est pas une guerre civile réactionnaire. C'est une véritable tentative de reconquête coloniale orchestrée par la France impériale, par l'impérialisme en général, qui commandite le terrorisme, que ce soit Boko Haram, que ce soit les djihadistes. Et bien sûr, tout le monde donc parmi nous ici se souvient que lors de l'assassinat de Kadhafi, tout l'arsenal de Kadhafi a été dispersé dans la nature. Sinon, comment expliquez-vous que des gens qui ne constituent pas un État utilisent quotidiennement des dizaines de milliers de motos qui sont approvisionnées en carburant dans un désert où il n'y a pas la moindre raffinerie? Je pense qu'il est nécessaire que nous nous posions dans cette question-là. Et bien sûr, pour finir, je dirais donc que nous déplorons, et de façon triste, les enlèvements qui ont lieu au Burkina Faso et pratiquement dans tous les pays de l'AES. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ces 3 pays-là sont des pays qui sont en guerre. Et Merci beaucoup. malheureusement, lorsqu'un pays est en guerre, la première victime, c'est et la vérité, mais parfois aussi, malheureusement, les droits de l'homme. Je vous remercie. J'ai fini. Très bien, merci beaucoup. La parole est maintenant au frère Ismaël et les autres vont devoir attendre la dernière série, s'il vous plaît. Frère Ismaël. Oui, d'accord. Tout à l'heure, je pense que on m'a interpellé sur le fait de renommer. Donc, j'ai bel et bien renommé, c'est Ismaël. Voilà. OK. Alors, j'ai écouté Merci, avec... merci. Oui, ok. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention du professeur. Et je dois dire quand même que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de dire tout simplement que l'une des contradictions principales, parce que moi, je pense que ce sont des contradictions. Voilà, donc l'une des contradictions principales, ce serait l'impérialisme français, la France et les peuples uniquement. Non. Pour moi, c'est l'impérialisme principalement français. C'est-à-dire que la France n'est pas la seule puissance impérialiste. Et à l'étape actuelle, aujourd'hui, le Sahel est un terrain de jeu pour les contradictions interimpérialistes. C'est ce qui se joue aujourd'hui dans la région du Sahel. L'impérialisme français, l'impérialisme américain d'un côté, bon, et leurs alliés d'un côté, et de l'autre, l'impérialisme russe, parce que certains ne veulent pas le reconnaître. Pourtant, c'est bel et bien une puissance impérialiste. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est l'une des questions fondamentales aujourd'hui qu'il faut admettre. Et j'ai écouté l'intervention de Didier Ouedraogo aussi et sur le fait que ce n'est pas uniquement le fait d'avoir fait partir les troupes françaises. Ça, c'est trop court en réalité parce que on n'a pas besoin de faire ça pour être un révolutionnaire. Je pense qu'en 1961, déjà, la Haute-Volta, le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yamego, a fait partir les soldats français qui étaient stationnés au Burkina. Ce n'était pas un révolutionnaire. Le Tchad a fait partie, les soldats français, ce ne sont pas des révolutionnaires et autres. Donc, je pense que si on se contente de ça, il va de soi que nous fassions fausse route. Deuxièmement, sur le plan économique, il faut voir ça également. Est-ce qu'aujourd'hui, les fondements en réalité de tout ce que l'impérialisme français a organisé dans notre pays pour piller nos ressources-là, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été déboulonné? Mais ils continuent toujours de faire leurs affaires. Orange est toujours là, en bonne position. Total est là. Et Bolloré est là, ainsi de suite. Toutes les entreprises françaises, aucune entreprise n'a été inquiétée, très clairement. Voilà, la question monétaire aussi est là, le franc CFA. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Pourquoi on ne quitte pas l'UEMOA, ainsi de suite? Donc, le fait de dire que non, bon, et on ne peut pas dire que non, il n'y a pas de coût qui a été porté à l'impôt. Oui, il y a eu des coûts qui ont été portés, mais c'est court. En tout cas, quand on veut en tout cas transformer la société, on ne se contente pas de ça. Deuxièmement,
lorsqu'il parle de personnes qui soutiennent l'impérialisme français, je pense que c'est peut-être une erreur de sa part parce que je n'ai pas l'impression que il a des éléments qui montrent en fait qu'il y a une collision entre des forces burkinabées et l'impérialisme français. Bien au contraire. Voilà. Et je poursuis également en disant que, bon, il y a un précédent en rapport avec la question de, comment dirais-je, Patrice Talon. Voilà, quelqu'un l'a évoqué. De la même manière que certains ont à un moment donné soutenu Patrice Talon, peut-être qu'ils reviendront encore faire leur mea culpa et sur la question donc des putschistes de l'AES. Voilà, en tout cas, si la critique et l'autocritique existent encore parmi leurs principes de fonctionnement. Merci. Merci beaucoup. Ceux qui ont déjà parlé, priez à baisser la main, s'il vous plaît. La parole revient donc aux intervenants. Il y a eu beaucoup de contributions dans cette prise de parole. Et donc, si nos invités veulent, on va s'appesantir sur vraiment les deux premières questions, qui n'étaient pas des constructions. Il y avait une question fondamentale, que faisons-nous? Je vais commencer par la sœur Eugénie. Concrètement, puisque l'état des lieux est en paix, et puisque notre sœur Claudine, je crois que c'est elle qui avait posé la question, l'état des lieux, que faisons-nous en termes de diplomatie, etc. Et que faisons-nous concrètement une fois que on a fait cet état des lieux-là? Il y a cette question, et puis je reviendrai sur une autre aussi en rappelant. Voilà. Sœur Eugénie? Alors, que faisons-nous concrètement? D'abord, comprendre ce qui se passe et réagir. Réagir, se regrouper pour réagir, protester, manifester. Quand on est loin du terrain et qu'on peut apporter sa contribution par sa voix. C'est ce que nous faisons dans la diaspora. C'est bien. En écho à ce qui se fait sur le terrain. Parfois, le verrouillage des libertés démocratiques, des libertés d'expression, de manifestation, ce verrouillage est tel que les gens déjà tétanisés par un plan du gouvernement pour faire taire tout le monde, cette situation fait que les gens ont peur de sortir, de parler, pour ne pas être arrêtés ou pour ne pas être obligés de fuir le pays. Mais, arrivé à un moment donné, on est obligé de se débarrasser de cette peur, de vaincre cette peur qu'on nous a inculquée pendant une dizaine d'années et de montrer son mécontentement. Et dans la diaspora, au moins, on n'a pas ces limitations de liberté. On peut en profiter pour rompre le silence qui est autour de ce qui se passe dans nos pays. Et c'est ce que les Béninois doivent faire. C'est ce que les Burkinabés Quelqu'un a dit qu'ils ont été longtemps, que le Bénin a été longtemps regardé comme une expérience démocratique, mais il y a longtemps aussi que ça a disparu. Longtemps, ça veut dire depuis l'avènement de Patrice Talon, tout ça est derrière nous. Donc, il faut absolument que dans la diaspora, on renoue avec ce courage qui a permis le déboulonnage du premier dictateur. Et celui-ci est encore plus féroce, d'accord, mais il faut absolument manifester ce mécontentement et c'est ce qu'on va faire le dimanche prochain. On a déjà commencé à le faire depuis le début de cette année. Et régulièrement, il faut qu'on renoue avec la protestation, qu'on dise à la face du monde ce qui se passe, rompre le silence autour de ce qui se tisse au Bénin. Même s'ils viennent chercher l'accord de leur maître en Occident,
Il faut absolument que nous réagissions. On ne peut pas se taire et voir les choses évoluer. C'est ce que je peux répondre sur ce point. Alors, camarade Raymond? Bien, merci beaucoup, sœur Eugénie. La même question au grand frère Philippe. Que faisons-nous concrètement? Peut-être qu'il aurait un point de vue. Non, voyez-vous, je ne peux pas dire grand-chose ici maintenant. Ce qui est certain, le peuple béninois s'organise. Il n'y a rien à faire. On n'a pas d'autre choix que ça. Tomber aussi bas que là on est tombé aujourd'hui, on doit s'organiser. Et c'est pour ça que moi j'ai lancé l'appel au peuple béninois, quel qu'il soit, de s'unir toutes les forces politiques, sociales et morales, religieuses, attachées à la justice, à la souveraineté de la patrie, à s'unir pour vaincre la fatalité. C'est l'adresse que j'ai laissée dernièrement, n'est-ce pas, au peuple béninois. Et je suis sûr que cette adresse ne sera pas sans écho. Je connais mon peuple, je connais ses ressources, je connais ses déterminants. Donc, moi, j'ai confiance que là, on est tombé là, on ne peut pas tomber plus bas. On ne peut pas tomber plus bas. Il est vrai que, bon, les questions d'infrastructure font prévision. On a vu, n'est-ce pas, excusez-moi, mon frère Yvi, des frères du Togo dit, oui, vous avez là-bas des routes. Je dis, mais comment? Bon, les gens ont déjà parlé assez longuement de ça. Il est vrai, bon, si on voit les questions de route par rapport à ce qui est à côté, c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, jusqu'où on est tombé, où en fait tout le patrimoine national est au mains de l'individu, où c'est lui seul qui détermine tout ce qu'il a lui à faire. Ou par exemple, la cité administrative là, construite là, où on a mis les ministères là, c'est une entreprise privée, donc c'est un prêt, c'est un truc de talon prêté à l'État pour 20 ans. Donc, il fait débiteur de talons pendant des années. Ça n'a pas conduit comme ça. Bref, pour dire que, sincèrement, oui, donc, et de la dette qui était au niveau de 2000 milliards, n'est-ce pas, à son arrivée, déjà, on fait les 10 000 milliards aujourd'hui. On endette le pays avec des blanchiments d'argent pour talons, en fait, pour l'avenir. Non, ça ne peut pas compter comme ça. Et c'est à ce niveau où je dis que moi, j'ai confiance dans mon peuple, qui s'organise de 1000 manières pour s'en sortir, pour ne pas accepter l'ignominie de constituer, n'est-ce pas, une base étrangère, n'est-ce pas, pour les pays de l'interland. Chacun s'organise chez lui comme il peut. Il ne faut pas accepter que notre pays soit, n'est-ce pas, un point de base, n'est-ce pas, d'attaque contre les pays voisins. Alors, j'en arrive rapidement à la question, n'est-ce pas, de l'AES et de tout ce qui se passe. Il faut qu'on s'entende très bien. Sinon, et je crois que personne parmi ceux qui interviennent ne peut m'apprendre, n'est-ce pas, l'analyse de classe sociale dans nos pays aujourd'hui. Nous avons été colonisés par la France. Nous sommes venus, nous sommes encore dans les rapports de la conférence de Berlin de 1884-85. Nos pays ont été divisés, ont été partagés. Ça demeure jusqu'aujourd'hui. Les rapports n'ont pas changé. Nous sommes été attribués à des puissances précises. En parenthèse, il n'y a pas la Russie là-dedans. En parenthèse, là-dessus. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, là, nous sommes dans les rapports coloniaux comme avant. Et nous n'avons pas été décolonisés en 60, c'est faux. Et ça veut dire que quoi? Que la contradiction principale demeure toujours celle qui nous oppose à la France principalement. C'est celle qui nous a imposé la langue qu'on parle aujourd'hui à vous ici. La langue est un élément important, la culture française, qui est une situation culturelle qui est déterminante pour la pensée de l'homme. C'est la langue. La monnaie, bien sûr, suit. Et avec les entreprises françaises, c'est sûr. Mais lorsque on se rend compte que des dirigeants s'attaquent à ça, il a notre soutien parce que nous sommes encore à la phase de libération nationale. Pourquoi dire non? Si des gens se lèvent pour dire que non,
on se lie à l'ennemi, à la France, pour combattre les mêmes compatriotes. Je dis non. Et j'ai eu des papiers, j'ai lu les déclarations, n'est-ce pas, des révolutionnaires du Code de Burkina Faso. Et je ne suis pas, je ne peux pas dire en ce qui concerne la situation au Burkina Faso, je la connais parfaitement. Pas aussi bien que le Bénin, mais au moins je la connais. Et les dirigeants qui ont passé par là. Donc, quand on se rend compte que les forces terroristes là, c'est entendu par où? Par qui? Même au Bénin, chez nous. Là où il y a une base, là où il y a des repères des terroristes, à côté, il y a une base française. Et ce qui est clair, aujourd'hui, c'est la France qui actionne les terroristes. C'est la France qui les actionne, les paye, les mobilise, les finance. Vous niez ça. Vous parlez de liberté, non. Ça ne peut pas aller. Que ce soit clair et net. Donc, c'est comme ça la situation. Nous sommes encore dans les liens disons, du congrès de Berlin, où la France est toujours chez nous. Jusqu'aujourd'hui encore, il est vrai, on ne peut pas nier peut-être aujourd'hui, mais la Russie n'a pas colonisé encore un pays africain. C'est autre donné ça qu'il faut combattre éventuellement, mais ce n'est pas encore le combat actuel qui est posé. On ne peut pas parler de ce qui est futur et ce qu'il y a aujourd'hui. Non. Donc, et on est en guerre. On est en guerre lorsque les gens, les terroristes là, on ne sait pas qui les armes, viennent en nombre, des dizaines de voitures, de motos, tout ça, attaquent. Il faut bien réagir à ça. Frère Philippe, je voudrais Oui. qu'on on revienne dans le débat. Et comme il y a Oui. encore plusieurs Bon, mains, voilà. on va ouvrir une dernière Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions série. cruciales? Et avant d'aller vers la fin de notre conférence. Voilà. Donc, voilà. Toutes les autres interventions précédentes étaient des contributions, celles du camarade Kofi Ablo, de Liceo et autres, et de Didier. Donc, je voulais donner la parole au frère Shadia, et ensuite Justin, et après Léonie, et dans l'ordre de comment j'ai vu les mains se lever. Voilà. Camarade Shadia, s'il vous plaît, votre micro. Camarade Shadia, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Ok, merci de me donner la parole. Vous me recevez? Oui, le micro est ouvert, vous me recevez? C'est bon, oui, c'est bon. Vous me recevez? Oui, c'est bon. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais donc axer mon intervention sur la solidarité des peuples. Je suis béninois, je suis coordonnateur général de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise. Donc, je ne vais pas poser des questions sur la situation sociopolitique. Je la connais. Je voudrais simplement saluer au passage donc, les orateurs de ce soir, le professeur Philippe Noudianomé et la présidente du CCDB. Mon intervention, donc, comme je l'ai dit, s'oriente vers donc, la solidarité des peuples. Et ce qui, pour moi, doit être le devoir de la communauté panafricaine, aujourd'hui représentée par la DUP. Vous savez que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des tournants historiques assez forts, la solidarité des peuples a été déterminante. Je prends quelques références dans l'histoire. Quand le roi Ménélique s'est retrouvé face à l'Italie, depuis la Grande-Bretagne, il a sonné la mobilisation de toute la communauté panafricaine et il y a eu cet appui déterminant qui a fait que au finish, avec l'implication donc de tous les Africains, de tous les bords, de tous les continents, l'Italie a remporté cette bataille-là. Je veux que la DUP puisse, je veux dire, se mettre sous cet angle-là. Il y a d'autres exemples. Hein. Il y a l'exemple du Rassemblement démocratique africain avec Félix Houphouët-Boigny à partir de 1945. Ces combats ont été menés vraiment sous le sceau de la solidarité des peuples et puis donc des peuples progressistes pour qu'on arrive en 1960 aux indépendances. D'autres exemples, comparaison n'est pas raison, mais quand la France était menacée par Hitler, De Gaulle à partir de Brazzaville a fait un appel assez intéressant.
Donc, moi, c'est la solidarité des peuples. C'est ce que la DUP pourrait donc apporter dans ce combat auprès du peuple béninois, pas seulement du peuple béninois, mais vraiment sérieux, ceux qui sont aujourd'hui au front et qui méritent donc de bénéficier de l'appui, de l'accompagnement de toute la communauté africaine. Est-ce que vous avez une question ou est-ce que vous avez une question ou c'est une contribution que je fais. Ok, très bien. C'est une contribution et je finis ma contribution par dire il y a l'appel pour le combat médiatique, très important, mais aussi à mutualiser les efforts. On a parlé de Talon aujourd'hui, mais Talon qui est arrivé et sous le sceau donc de la puissance financière et qui a orienté le combat. Mais aujourd'hui aussi, on peut contrebalancer. Il faut que les forces progressistes en lutte au Bénin soient aussi appuyées. Il y a le volet médiatique, mais il y a aussi toute une logistique importante pour pouvoir rentrer dans cette bataille-là à fond. Et la DIP donc pourrait jouer sa contribution. Une mutualisation, c'est aussi un contrat de combat. Donc, je propose clairement, donc, à la fin de mon intervention, un contrat de combat entre la DUP et les forces progressistes en lutte au Bénin. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution. La parole à M. Justin. Votre micro, s'il vous plaît. Merci, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le modérateur, et je tiens à saluer les deux intervenants, et le professeur Philippe Njounoumé et puis Madame Kenome Génie, qui sont tous les deux des vétérans du militantisme et dont je connais particulièrement le patriotisme, l'ardeur dans la lutte et les sacrifices qui sont consentis dans les mouvements de mobilisation, donc de la jeunesse. Donc, je voudrais les saluer de leur présence. Mais je tiens qu'à, bon, pour être précis, c'est plutôt une intervention bourrée de questionnements auxquels j'invite chacun de vous à continuer à réfléchir quand vous partirez d'ici. J'ai été très content d'entendre que ce qui se passe au Bénin, c'est pareil partout en Afrique. Et c'est tout à fait exact. Les pays qui... La Namibie, c'est un cas à part. L'Afrique du Sud, c'est aussi un cas à part. Le Ghana est dans une stabilité relative, mais avec des convulsions, selon les partis qui arrivent au pouvoir. Donc, de façon schématique, toute l'Afrique est dans la même dynamique chaotique. Et ceci, quelqu'un a dit, il accuse les intellectuels, il s'accuse lui-même. Moi, je ne parlerai pas d'accusation, je dirais plutôt la faillite de l'intelligentsia à col blanc africain éduquée dans les universités occidentales. Et je parle de cette faillite dans le sens que nous sommes dans une répétition des concepts occidentaux. Si nous prenons même la notion de démocratie dès le départ, depuis Athènes, elle n'était pas